Tout d'abord, je voudrais remercier Madame Lemong de m'avoir invité. C'est la première fois que je viens ici. Parce que bon, quand j'étais à Paris, bon, on passait place Colonel Fabien, mais je ne suis jamais venu dedans. Et là, bon, je vois qu'il y a une exposition Georges Marchais, etc. et tout. Et ben, je voudrais remercier aussi l'auditoire et à travers bon, je vois des compatriotes que je salue et que ben, Milakan, ok. Bon, cela dit, j'ai intitulé mon intervention Togo, modèle de la France-Afrique. Vous pouvez à l'intitulé mettre des ponctuations, à savoir point d'interrogation, d'exclamation, de suspension, etc. et tout. Mais il y a deux mots sur lesquels je voudrais insister rapidement. D'abord, c'est modèle, le mot modèle. Bon, est-ce que j'ai expliqué le mot modèle? Non. Mais c'est que, bon, dans l'imaginaire togolais, le mot modèle renvoie à quelque chose de très précis et qu'on a approprié d'ailleurs, peut-être, je dirais, mauvaisement. J'invente le français parce qu'on est aussi propriétaire de cette langue-là, même si je regrette de ne pas parler aussi couramment ma langue maternelle que le français. Donc je peux me permettre d'inventer un peu certains mots, je ne sais pas si c'est dans le dictionnaire, hein, mais bon, c'est pas ça. C'est-à-dire modèle en tant qu'idéal, exemple qu'on suit, etc. et tout ça. Mais dans le contexte togolais, le mot modèle renvoie à la mystère colonie. Togo, colonie moderne. Mais en même temps, quand on utilise ce terme, c'est qu'on le décontextualise complètement. C'est que quand on a employé le mot modèle, mystère colonie, c'est dans un cadre précis, à savoir, c'était le gouverneur allemand von Zech qui a utilisé la première fois, je crois c'est 1905, le mot mystère colonie, et c'est resté dans notre imaginaire, à savoir le Togo est considéré comme colonie modèle, etc. Alors que tout simplement, il voulait dire que bon, pour la première fois, le Togo a réussi à équilibrer son budget. Autrement dit, le Togo est pleinement rentré dans les canaux paradigmatiques de l'exploitation, etc. C'est ce que ça veut dire. Mais bon, nous, on l'utilise pour d'autres raisons, etc. Mais je voudrais souligner ça. Ensuite, le mot France-Afrique. Bon, je ne voudrais pas faire une définition formelle de ce terme, mais je voudrais, moi, essayer de dégager les éléments qui me semblent constitutifs de la France-Afrique pour définir ce terme, en fait, que je ne définirai pas, mais je citerai tout simplement, rapidement, ce que je considère être les piliers ou les leviers de la France-Afrique. Bon, je ne sais pas, j'ai choisi le chiffre 7, parce que 7, bon, c'est le chiffre parfait. Bon, en fait, c'est pas ça, hein, bon, parce que j'essaie de voir quels sont les piliers. Je suis arrivé à 7 piliers. C'est ça, 7 piliers de la France-Afrique, que j'énumère rapidement, mais pour insister sur le premier pilier. Le premier pilier étant les accords militaires de défense, de coopération militaire, technique, etc. Ça, c'est le premier pilier. C'est peut-être même la clé de voûte de la France-Afrique. Le second pilier, c'est le franc CFA, problématique qui est dans l'actualité actuellement. Vous avez là un livre d'ailleurs qui en parle avec Kako Nabuko, un compatriote. Vous connaissez ses démêlés ou ses problèmes actuellement avec l'OIF. Donc deuxième pilier, la France-Afrique. Troisième pilier, c'est la francophonie. Ben, ça renvoie aussi à Kako, etc. Et tout. Le quatrième pilier, eh ben, c'est deux termes, c'est le coup d'État et les fraudes électorales.
avant, on faisait des coups d'État, et le Togo est vraiment le modèle en ce sens que le 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio a été assassiné, hein, et peut-être là on est modèle, même si au Congo, Léopoldville, il y a eu, mais ce n'est pas le même statut. Lumumba aussi a été assassiné, et 61 lui, hein, c'est ça je crois. Hein. Ben nous, c'est le président qui a été assassiné, donc modèle quelque part là. Et les fraudes électorales, bon, on est vraiment un exemple. Pour l'histoire, depuis 1958, où les Nations Unies sont, à l'époque, 1958, c'est, oui, Nations Unies déjà, c'est pas SDN, c'est les Nations Unies, qui sont venus organiser les élections du 27 avril 1958. Et dans notre histoire, c'est la seule élection transparente jusqu'à présent. Toutes les élections qui ont été, même sous Sylvanus Olympio en 1961, c'était des élections frauduleuses, etc. Donc, modèle là aussi. Ok? Donc, mon quatrième pilier. Mon cinquième pilier, eh ben, je ne sais pas comment l'intituler, mais c'est pour dire que, bon, c'est la connaissance de l'intimité. Je m'explique. C'est-à-dire, la cartographie géologique de l'Afrique est connue, mais pas par les Africains, par les dirigeants africains, par les États africains, par le BRGM, c'est le Bureau de recherche, etc., qui détient là, la carte géologique, autrement dit, ce que vous avez dans le ventre, etc. Bon, on sait si vous avez des diamants, du pétrole, de l'uranium, etc. Donc, cette carte-là, ben, c'est le BRGM qui détient ça. Donc, c'est un élément très important. Si dans le nord du Mali, on se bat, etc., bon, il y a d'autres histoires, hein, c'est peut-être dans la région, il y a du pétrole, quelque chose sûrement, et on se bat pour ça. Le terrorisme, bon, ça, c'est le voile, etc. Donc, mon cinquième élément, mon cinquième pilier. Mon sixième pilier, c'est l'APD, l'aide publique au développement. Bon, je lisais un document tout à l'heure, c'était hier quand je préparais mon intervention. Ben, il semble que bon, nous sommes en matière d'aide au développement, et surtout au niveau militaire, nous occuperions le Togo, le troisième rang, quelque chose comme ça. C'est pour vous dire l'importance de l'aide publique, et surtout tourner vers l'armée, c'est ça. Donc c'est ça mon sixième pilier. Le septième pilier, c'est les sommets franco-africains. Au Togo, on en a organisé un, c'était en 86, je crois, novembre ou décembre 86, etc. Donc, sous Mitterrand, je crois. Donc, voilà. Et ces piliers-là, on pourra les reprendre et les développer de long en large, mais je ne voudrais pas rentrer dans ce qui serait long, etc. Mais je prends le premier pilier, c'est-à-dire le militaire, le sécuritaire, que vous pouvez rimer avec l'humanitaire. Parce qu'en France, quand on fait l'humanitaire et le militaire, le sécuritaire, on ne sait pas vraiment la différence vraiment exacte. C'est ça. C'est le cas du Biafra en 66 ans. On faisait de l'humanitaire tout en faisant du militaire, etc. Donc pour ce qui concerne le Togo, eh ben, le Togo, juste après l'assassinat de Sylvanus Olympio, Olympio assassiné en janvier 63, juillet 63 de la même année, on est venu, Nicolas Brunelleschi est venu signer les accords de défense. Ouais, ben peut-être on a de la chance parce que dans certains pays, je prends notamment le Gabon, au moment où le Gabon signait les accords d'indépendance, c'est sur la même table qu'on lui faisait signer ces accords de défense-là. Le même jour, là, les années 60, je crois, c'est août quelque chose 60 là. Ok. Ben nous, on a attendu, parce que Sylvanus Olympio ne voulait pas de ces choses-là. Bon, c'est pour ça qu'on l'a assassiné avec sa création de monnaie nationale, etc., etc., et tout ça.
Ensuite, en 1976, les accords d'assistance militaire technique. Et ces accords-là seront revus sous Nicolas Sarkozy en 2009, pardon, avec son nouveau label, le partenariat de défense, etc. Mais si vous prenez là ce nouveau label partenariat de défense, etc., ce n'est que les accords, les anciens accords signés, éparpillés dans différents documents, parce que le Togo en a signé beaucoup, hein, surtout en 65, on a signé plein avec la France, concernant toujours le sécuritaire, le militaire, etc. et tout ça. Et puis bon, vous avez là, oui, on n'a pas de base militaire au Togo. Peut-être qu'il fait la différence avec un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ou le Gabon, etc. Mais ça, c'est un leurre. C'est que dans la réalité, il y a une base militaire au Togo qui n'est pas permanente, mais occasionnelle. C'est l'aéroport de Niamtougou. C'est ça. L'aéroport de Niamtougou fonctionne. Il n'y a pas de militaires français installés, hein, etc. Non. Mais c'est devenu une sorte de porte, comment on appelle ça, où les avions français, militaires français, peuvent venir éventuellement se ravitailler sur cet aéroport et aller bombarder, je ne sais pas, aller faire la guerre au Tchad, etc. et tout. Voilà un peu à quoi ça sert cet aéroport de Niamtougou. Bon, je ne sais pas, les compatriotes qui sont là, peut-être ils ont été une fois, bon, moi je suis allé, franchement, c'est écœurant. Là. Parce que bon, c'est des domaines qu'on a arrachés. Parce que le nord du Togo, la terre arabe, pas arabe, arable, est rare. Alors bon, on va arracher là, cette terre rare aux paysans pour construire un aéroport qui ne sert à rien. C'est ça. Et il y a vraiment eu l'intelligence, il n'y a pas de les pompiers sur l'aéroport, mais les pompiers sont à Kara, à quelques 15-20 km de Niamtougou. Bon, enfin, l'anecdote, c'est ça. Ok? Bon, et voilà, le Togo, dans ce pilier militaire, sécuritaire, etc., bon, est un bon exemple, mais on peut aller un peu plus loin. Quand on parle de militaire, il y a aussi le sécuritaire, c'est-à-dire la gestion de l'ordre public. Et ça aussi, la France est très présente au Togo à travers comment il s'appelle ça, DCI. Bon, avant c'était STIP ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Bon, depuis, je crois que c'est 2010, ça a été reformé et police et gendarmerie font partie de la même institution qui s'appelle DCI, c'est Direction de la coopération internationale. Alors tout ceci, pour vous dire, en matière de défense, la France est présente, en matière de sécurité intérieure, la France est présente. Et ça, c'est l'économie fondamentale de ces différents accords que le Togo a signés depuis les années, je dirais, 58 ans. Déjà 58, on a commencé à signer des accords avec la France. Alors, je ne vous parlerai pas de... Bon, ça c'est les piliers. Mais les piliers sont interconnectés par tout un tas de réseaux, d'acteurs, d'agents, etc., de lobbies, peut-être Thomas va en parler, j'en sais rien. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. C'est le grand groupe du MEDEF, hein, les PME, etc., PMI, PME françaises à travers le CIAN, ce Conseil français d'investissement en Afrique noire, etc., qui font, en fait, qui sont des lobbies, etc., et tout ça. Je ne voudrais pas rentrer dans ces détails-là. Je ne voudrais pas parler non plus des hommes politiques comme De Gaulle, Focard, Pasqua, Chirac, etc., et même celui-là, Rocard,
la conscience morale de la gauche, mais en Afrique, hein, surtout au Togo, il n'est pas propre du tout. Ouais, vous avez là des gens comme ça, vous avez, etc. Et je ne voudrais pas parler de ces gens-là. Mais ce que je voudrais toujours, pour rester dans mon pilier militaire sécuritaire, c'est que, bon, allons en France au Togo, c'est-à-dire à l'ambassade de France au Togo. Qu'est-ce qu'on découvre? C'est ce dont je vous ai parlé là, est bien là, bien installé. Vous avez là l'attaché de sécurité intérieure. C'est le commandant, monsieur commandant Stéphane Guérin, actuellement en poste. Bon, c'est vous poser la question, ben, qu'est-ce qu'il vient chercher? Sécurité intérieure de quoi, de qui? Vous avez là le conseiller de la direction générale de la police nationale. Il s'appelle Jean Rouquette, pas Roquette, il ne faut pas confondre. Jean Rouquette, c'est ça. Actuellement en poste aussi. Vous avez là le conseiller à la direction générale de la gendarmerie. Bon, je disais tout à l'heure que tous les deux structures police et gendarmerie sont réunis au sein de la DCI, mais là, au Togo, ben, on voit la distinction gendarmerie, police, etc. Bon. Et puis, vous avez là une charmante dame, capitaine Marie-Pierre Moisson, qui est conseiller à la sécurité immigration. C'est ça. Voilà. Quand vous allez là à l'ambassade du Togo, c'est elle qui va s'occuper bien de vous. C'est ça. Et au-delà de cette structure à l'ambassade, vous avez là des coopérants militaires français. Là, je ne sais pas, j'essaie d'avoir le nombre, mais je pense qu'ils doivent être autour d'une dizaine. Parce que j'avais fait là un article sur les dispositifs militaires au Togo, là, et à l'époque, je crois que c'était 2004 ou quelque chose comme ça, et ils étaient 13. Bon, je pense que le chiffre depuis a évolué, soit en baisse ou en augmentation, mais je n'ai pas les chiffres actualisés, mais on peut situer ça autour d'une dizaine de conseillers et d'assistants, etc. Bon. Vous avez entendu parler d'un général qui avait défrayé la chronique à une certaine époque, très proche de Yadema, c'est Jean Lacaze. Jean Lacaze, par exemple, etc., est conseiller de plusieurs dirigeants français, dont Yadema à l'époque. Vous avez certainement entendu parler d'un certain Robert Montoya, qui a eu des problèmes avec le bombardement, je crois que c'est 2004, avec à Boaké, etc. Ben, il était un ancien gendarme de la DGSE, c'est ça. Et installé au Togo, quand il avait des déboires avec en France, etc., installé au Togo, il avait une société de sécurité, etc. Et il s'occupait aussi d'écoute téléphonique pour le pouvoir, etc. Bon, après, bon, quand il y a eu le bombardement, on l'a évacué, etc. Et tout. Bon, vous avez un général aussi, bon, il n'est plus, hein, mais c'est pour vous rappeler tout ça, Raymond Germanos. Raymond Germanos, 2013, c'est pas très ancien, ça, qui est conseiller spécial de Fort Gnassingbé, etc. et tout, et qui est chargé de professionnaliser. Ouais, il a beaucoup de boulot, hein, et les forces, etc. Non, au-delà de tout ça, d'une façon globale, c'est-à-dire que l'expertise militaro-sécuritaire de la France est très très recherchée, très très appréciée par les dirigeants africains et notamment togolais. Et ça. Et qui paie le plus fort d'ailleurs. Et il y a aussi ce qu'on appelle la fraternité d'armes. À partir du moment où les militaires togolais et français sont formés dans les mêmes structures, institutions, les écoles de guerre, forcément ou naturellement s'établissent des liens d'amitié, de fraternité, et ça, et quelque chose de ce genre.
Mais justement, cette fraternité dont je parlais, c'est que parfois c'est dévoyé. C'est en août 2010, vous avez vu ça sur YouTube, où vous avez là, je crois c'est un lieutenant-colonel français, le Tondo, quelque chose comme ça, oui, qui se retrouvait là au milieu des manifestations de, je crois, à l'époque de l'OC ou quelque chose de ce genre, et bon, qui menaçait un journaliste qui le prenait en photo. Parce que c'est intéressant, je vous cite ces propos. Et peut-être, je ne vais pas resituer ça dans le contexte, mais c'est pour vous dire. Il s'adresse au photographe, un Togolais, journaliste. Tu veux qu'on te donne un coup sur l'appareil ou quoi? Tu sais qui je suis? Je suis le conseiller du chef d'état-major de l'armée de terre. Tu veux que j'appelle le régiment des commandos de la garde présidentielle? Ah ouais, c'est une structure de torture. Hein. Et ça compte dans pratiquement tous les pays africains, le RSP au Burkina Faso, etc. et tout. Quand il fait appel à des structures comme ça pour menacer un journaliste, ouais, bon. Et après, il ajoute, donnant de l'ordre aux gendarmes togolais qui sont là avec lui, ben, jetez-le en prison. Bon. Heureusement que, bon, là, nous sommes dans les réseaux sociaux maintenant. Sinon, à la belle époque où il n'y avait pas ces outils-là, peut-être ce garçon, ce journaliste serait coffré. Bon, et tout de suite, il y a une réaction, l'ambassade a réagi, il semble qu'il a été censuré, etc. Bon. Mais au-delà de tout ça, ce que je voudrais noter, c'est que, en fait, c'est une anecdote. C'est un fait réel, mais rapporté comme ça, c'est... Et moi, je pense que les tondos là, ou le tonda, ne fait que exprimer les relations ou la manière dont ils forment les hommes entre eux au Togo. C'est-à-dire, nous sommes en présence d'une armée coloniale, c'est-à-dire une armée répressive, et il y a cette habitude-là, parce qu'en France, ce monsieur ne tiendrait jamais ce propos. Donc, il y a au Togo, mais aussi dans d'autres pays africains, les anciennes colonies, il y a une sorte de background qui fait qu'on peut tenir ce genre de propos. Et l'ambiance générale fait que, bon, on peut se permettre de tenir ce genre de propos, même s'il s'est excusé après. Parce que, bon, dans un autre contexte, l'idée, vous savez, c'est aussi quand vous êtes en contexte que vous pouvez exprimer certaines idées. Mais quand vous n'êtes plus dans ce contexte-là, il y a quelque chose qui me dit, ah ouais, ferme-la, hein, tu ne peux pas dire ça. C'est ça. Et lui, il se trouve là. Il sait qu'au Togo, ça se passe comme ça, etc. Et je suis certain, bon, on va dire le chercheur ne peut pas être certain, mais je présume que c'est ce qu'il enseigne aux militaires, aux gendarmes togolais. Ça, je suis certain. Et c'est ce qu'ils appliquent dans les manifestations auxquelles on assiste depuis, et même avant, pas seulement à partir du 19 août, hein, même avant, l'armée togolaise, c'est une armée de répression, c'est-à-dire une armée coloniale, etc. Si bien que pour moi, et je vais en terminer là, au Togo, nous sommes en phase de ce qu'on appelle le dialogue, on va aller au dialogue, etc. Je ne veux pas parler de l'ordre du jour, etc. Mais je voudrais parler de, pour moi, ce qu'il faudra mettre autour de la table. Pour moi, l'armée togolaise est un acteur politique majeur. Et donc, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais je me pose la question si elle ne peut pas ou elle ne doit pas être associée à ce dialogue-là, énième dialogue, on parle du 27e, 28e, peu importe, à ce dialogue-là. Question, autour de la table. Mais bon, l'armée togolaise, elle a un géniteur, c'est la France. Je fais peut-être de la provocation. Est-ce qu'on ne peut pas
aussi demander à la France, ben, venez autour de la table. Vous êtes aussi un acteur intérieur. La France est un acteur politique intérieur. Bien sûr, on va nous dire, ben, oui, etc. Non, l'armée, machin, etc. Mais bon, question que je mets sur la table. Et puis, eh ben, les élections, hein, on ira aux élections. Le Togo n'est pas en mesure d'organiser des élections transparentes. Ça, il faut le savoir. Alors, nous avons dans notre histoire une expérience, et j'en parlais tout à l'heure au début de mes propos, que ben, en 1958, c'est les Nations Unies qui sont venus organiser les élections. Ils ne sont pas venus comme on a maintenant, hein. Vous venez là, on vous paye là, loger dans les hôtels. Non, ils sont venus constituer les fichiers électoraux, etc. Tout le travail, de A à Z. Est-ce qu'on ne peut pas demander, mettre ça aussi sur la table? Ah oui, parce qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'on rentre aussi dans un processus d'élection transparente. Et pour ça, il faut un commencement. Et les Nations Unies, ouais, je comprends, on va dire, ah oui, le Togo est un pays souverain, etc. Et donc, ingérence et tout. J'en conviens. Mais en même temps, eh ben, c'est que vous n'êtes pas capable d'organiser des élections transparentes. Oui. Alors bon, il faut trouver une solution, j'en sais rien. Bon, voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Fravor, pour cet exposé limpide sur ce dispositif militaro-sécuritaire de la France au Togo. Merci aussi d'avoir posé des questions qui seront, je pense, au cœur du débat sur la place de l'armée togolaise dans la crise actuelle et la question de l'organisation dans le futur d'élections.